Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Au passage, je vous raconte mes aventures d'apprentie autrice parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue ! Salut, c'est Marion. Dans ce 4e épisode de La Page Sensible, je vais vous parler comme d'habitude de lecture et d'écriture. Côté lecture, on va parler du Vallon, un roman d'Agatha Christie, un livre de la série des fameux Hercule Poirot, mais vous allez le voir qui se détache très très fortement par ses thèmes et par sa forme. C'est un roman qui nous parle de création artistique, de triangles amoureux, de lutte des classes, et le tout avec une finesse qui dépasse largement les codes du roman policier de l'époque. Et côté écriture, je vais vous parler de la méthode que je suis pour écrire le premier jet de mon roman. J'écris en ce moment mon 2e roman, et je me suis rendu compte que la méthode que je suis pour écrire mon premier jet est très différente de celle que j'ai utilisée pour écrire mon premier roman. Et donc je vais vous raconter un petit peu tout ça, quelle méthode je suis, pourquoi j'ai changé et pourquoi je teste de nouvelles choses en ce moment avec ce 2e roman. Aujourd'hui, côté lecture, on va parler d'un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Le Vallon. Il fait partie de la fameuse série des Hercule Poirot, mais je trouve qu'il se détache, comme vous allez le voir, parce qu'il nous parle avant tout d'amour. Alors déjà, peut-être je vais vous dire comment j'ai découvert ce livre. Pour commencer, moi je suis une très 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 grande fan d'Agatha Christie. C'est notamment quelque chose que je partageais avec mon grand-père, qui avait beaucoup de ses romans et qu'il achetait notamment sur les brocantes. Et régulièrement, il en trouvait même en anglais, et quand c'était le cas, il me les donnait toujours parce qu'il savait que j'adore lire en anglais. Donc voilà, c'est quelque chose que je partageais avec lui et que j'ai continué à faire, lire Agatha Christie. Et notamment, j'ai un grand plaisir à écouter les versions audio des livres d'Agatha Christie. Quand j'étais au lycée, je me suis découvert une passion pour les livres audio. Alors, comme dirait l'autre, before it was cool, parce qu'à l'époque, c'était vraiment quand même très très peu courant, les livres audio, surtout en France. Mais ça commençait à bien se développer dans la sphère anglophone notamment. Et j'avais trouvé par Internet, par des voies obscures de l'Internet des années 2000, j'avais réussi à mettre la main, notamment sur des versions anglaises des romans d'Agatha Christie. Et celui-ci, Le Vallon, qui donc en anglais s'appelle The Hollow, qui littéralement veut plutôt dire le creux, ce qui je trouve correspond assez bien à l'ambiance du roman, un petit peu les personnages pris comme ça dans un trou en fait. Et donc j'avais trouvé une version de ce roman lue par l'excellent Hugh Fraser, qui joue Hastings, l'officier de police, dans la série, la fameuse série, l'adaptation pour la télé des Hercule Poirot. Et je vais vous mettre en lien dans la description du podcast un lien vers un extrait de cet audiobook lu par Hugh Fraser. Même si vous ne lisez pas spécialement en anglais, juste écoutez-le pour le plaisir de la diction, de la narration. C'est so British et c'est vraiment un délice. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce roman, parce que je ne crois pas être tombée dessus une seule fois en format papier, que ce soit dans des bibliothèques ou dans la bibliothèque de mon papy notamment, ou sur des brocantes. En fait, si je n'étais pas tombée par hasard sur cet audiobook, eh bien je ne connaîtrais pas ce roman, Le Vallon. De quoi s'agit-il ? Eh bien Le Vallon, c'est un roman policier, tout simplement, qui, comme bien souvent chez Agatha Christie, se déroule dans une sorte de huis clos où tous les personnages, une galerie en fait de personnages hauts en couleur, se retrouvent enfermés dans un même lieu. Là, c'est dans le cadre d'un week-end un peu mondain chez Lord et Lady Anketel. Et lors de ce week-end à la campagne, dans ce lieu-dit qui s'appelle donc Le Vallon, c'est le nom de la maison, cette belle maison anglaise avec, vous voyez, des domestiques, vous voyez bien l'ambiance. Et bien lors de ce week-end, une des personnes réunies pour cette petite partie entre amis va être assassinée au bord de la piscine. Et c'est un petit détail rigolo parce que au début du livre, Agatha Christie a mis une petite dédicace, comme souvent dans les romans, qui dit ceci: à Larry et Danae, avec toutes mes excuses pour avoir utilisé leur piscine dans la scène du meurtre.
J'en déduis donc que Agatha Christie s'est inspirée de la maison de ses amis où elle allait passer leur week-end. Jusque-là, rien de bien surprenant et de bien original. Il se trouve, comme par hasard, qu'Hercule Poirot a une petite maison de campagne où il passe les week-ends juste à côté du Vallon, de ce fameux lieu-dit du Vallon. Et donc, comme par hasard, le midi où il est invité à manger chez ses nouveaux voisins, parce qu'il a récemment acquis cette maison, ah bah tiens, il y a un meurtre, incroyable. Comme souvent, Hercule Poirot a une fâcheuse tendance à se retrouver sur le lieu de meurtre, qu'il va ensuite résoudre. Donc jusque-là, très classique, on est dans du Agatha Christie, rien de surprenant. Eh bien pourtant, si. Dès le premier chapitre de ce roman, on est complètement dans la surprise, parce que très rapidement, on s'aperçoit qu'on est face à un roman polyphonique. Bon, c'est un terme un peu technique, tout simplement pour dire qu'il y a plusieurs narrateurs, plusieurs points de vue dans le roman. C'est-à-dire que d'un chapitre à l'autre, et parfois même juste d'une scène à l'autre au sein d'un même chapitre, on change de point de vue, on est dans la tête d'un personnage différent. Donc parfois, on va avoir le point de vue d'Hercule Poirot, mais des fois, on va avoir le point de vue de Lady Anketel, des fois le point de vue du mari de Lady Anketel, des fois, on va avoir le point de vue du beau docteur Christo qui a été invité à venir passer le week-end, ou de sa femme, Gerda, qui est en gros présentée comme une gourde sans cervelle, ou encore de son amante, Henrietta, qui personnellement est mon personnage préféré, et je vous expliquerai après pourquoi. Bref, on navigue d'un personnage à l'autre comme ça, et en fait, le meurtre n'arrive qu'à un tiers du roman, ce qui est vraiment très très tard pour un roman policier de ce genre-là, du genre très classique du whodunit, c'est-à-dire c'est vraiment ces policiers très classiques où en gros toute l'intrigue est tendue vers le fait de découvrir qui est le meurtrier, avec plein de petits indices qui sont semés au cours du roman et qui théoriquement devraient nous permettre de deviner et de trouver la solution un petit peu comme on résoudrait un puzzle. Et bien là, en fait, on va beaucoup plus loin dans les relations entre les personnages. Et d'ailleurs, j'en arrive directement à la raison pour laquelle j'adore ce livre, c'est que on va bien au-delà du roman policier. C'est un roman de mœurs et même un roman d'amour. Je vais essayer de pas trop vous spoiler parce que j'aime pas trop ça, mais il y a toute une série de triangles amoureux dans ce livre. Il y en a plusieurs en fait, entre le docteur Christo, sa femme, son amante, il en a même pas qu'une, donc c'est quand même toute une histoire. Sachant que il y a un de ses cousins qui est lui-même amoureux de son amante, mais elle ne l'aime pas, alors qu'il l'a demandé 3 fois en mariage. En fait, il y a tout un jeu qui se fait comme ça. Et c'est un roman qui parle beaucoup d'amour. Et puis, ils sont plus très très jeunes, ils ont déjà des enfants, c'est pas des gamins, c'est des gens qui ont déjà une vie derrière eux. Donc il y a aussi une grande part qui est faite à la nostalgie. On nous parle beaucoup de leur jeunesse passée ensemble dans cette campagne anglaise. Et là, ils se retrouvent donc tous à l'occasion de ce week-end. Et en gros, ça va faire un espèce de bing bang d'émotions, de sous-entendus. Ça reste des Anglais de 1946, donc tout est très, très correct, n'est-ce pas ma chère ? Mais en fait, en sous-main, il se passe beaucoup de choses. Et donc, ça va résulter dans un meurtre au bord de la piscine. Et c'est seulement à ce moment-là, donc à un tiers du roman, que le personnage d'Hercule Poirot apparaît, c'est-à-dire qu'avant, il n'est même pas à peine évoqué. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et d'ailleurs, il paraît que Agatha Christie avait par la suite regretté la présence d'Hercule Poirot dans ce livre. Elle disait qu'en fait, il servait à rien, et je pourrais être d'accord avec elle. Et d'ailleurs, elle a adapté ce livre au théâtre, parce qu'elle écrivait aussi des pièces de théâtre, Agatha Christie. Et dans la pièce, elle a complètement fait disparaître Poirot. Il passe à la trappe. Elle a seulement gardé les magnifiques personnages qu'elle avait créés pour le Vallon. Et vraiment, moi, je trouve que c'est ce qui fait que ce livre, je l'adore et que je le réécoute régulièrement, parce que donc j'adore l'audiobook lu par Hugh Fraser. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle arrive à nous faire rentrer dans la psyché, dans la tête de chaque personnage, et à faire que du coup, on s'attache à ces personnages, tout en gardant une part de mystère, c'est-à-dire qu'on va très très loin dans leurs émotions, dans leurs pensées intimes, dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs sentiments amoureux notamment, et en même temps, à chaque fois on se dit, et si c'était lui ou elle, le meurtrier ? Et ça rajoute une tension dramatique exceptionnelle, parce que non seulement on veut savoir qui a commis le meurtre, mais en plus on a peur que ce soit nos personnages préférés, parce qu'on se dit, mais ça pourrait aussi bien être elle, ou ça pourrait être aussi bien lui. D'ailleurs, il y a aussi un suspense, donc pendant tout le premier tiers du roman, sur qui va être tué. En général, on a assez peu de doutes. Quand on lit un roman d'Agatha Christie, en général, c'est le vieux ou la vieille méchant riche que tout le monde a intérêt à tuer et tout le monde a un mobile. Alors que là,
jusqu'à ce que le meurtre se déroule, eh bien on n'est pas sûr. Et finalement, le meurtre en lui-même est un vrai événement dramatique. Alors que d'habitude, dans un whodunit, c'est plus quelque chose d'un peu mécanique. Bon, il faut qu'il y ait un meurtre pour qu'ensuite il puisse y avoir une enquête. Alors que là, on peut éprouver tout un tas de sentiments et d'émotions en tant que lecteur face à ce meurtre qui est commis et se dire « Ah bah mince, je l'avais pas vu venir celle-là ». Bon alors, peut-être que c'est moi qui suis un peu naïve aussi. Je sais que j'ai tendance à tomber spectaculairement dans le panneau. Quand il s'agit d'Agatha Christie, je deviens aveugle et sourde. Je me fais toujours avoir, je ne trouve jamais qui est le meurtrier. Je me fais avoir à chaque fois et j'adore ça. Une autre chose que j'apprécie énormément dans ce roman, c'est le personnage d'Henrietta, qui est une sculptrice et qui est une artiste et qui, comme on a accès à son intériorité par ce jeu de narrateur, qui parle beaucoup de son processus créatif. Et j'ai été très touchée par ça, comme souvent, c'est vrai que j'en reparle souvent dans le podcast, et ça m'intéresse, moi-même qui suis dans un processus d'écriture créative. Et je me suis demandé, en lisant les pensées d'Henrietta, à quel point Agatha Christie avait mis d'elle-même et de son propre processus créatif dans les réflexions que se fait la sculptrice. Et je pense qu'on ne le saura jamais, mais en tout cas, j'aime à penser que c'était une petite porte, peut-être, sur le processus créatif et ce qui se passe dans la tête d'Agatha Christie quand elle écrit. Et enfin, une autre chose que j'apprécie beaucoup dans ce roman, c'est que, je vous l'ai déjà dit, il joue avec les codes du roman policier, il va plus loin, on se rapproche de quelque chose qui relève plutôt de la littérature généraliste, la littérature presque amoureuse, qu'on appelle la littérature blanche, par opposition à la littérature de genre, et notamment de genre policier. Mais Agatha Christie, justement, va pousser le bouchon un peu plus loin en jouant avec les codes du roman policier. Par exemple, Hercule Poirot, quand il arrive sur la scène du crime, au début, il pense que c'est une mise en scène et il dit « Oh là là, ah bah oui, forcément, comme je suis un détective connu pour résoudre des crimes, ils ont mis en scène un crime pour m'accueillir. Oh là là, c'est tellement de mauvais goût. » Et il y a toujours des petits clins d'œil comme ça. Il dit toujours « Oh là là, on se croirait dans un mauvais roman policier. » Et ça revient très très souvent au cours du livre. Il y a un personnage qui va dire « Ah oui, mais c'est pas ça qu'ils font dans les romans policiers. Qu'est-ce qu'on est censé faire là ? Ah oui, il faut qu'on appelle la police. » Et on a toujours une espèce de jeu comme ça qui se passe entre le lecteur et les personnages où c'est presque comme s'il nous disait ça va, vous vous amusez bien à lire cette petite histoire policière qu'on est en train de dérouler devant vos yeux. Et c'est très surprenant et tout à fait original, je trouve, de la part d'Agatha Christie. Pour illustrer à quel point Agatha Christie a su construire des personnages fascinants et complexes dans ce roman en particulier, j'ai choisi de vous lire un extrait du tout début du livre, parce que c'est donc vraiment des premières pages, parce que c'est le moment où on découvre le personnage de Lady Hunketel, qui est donc l'hôtesse qui va inviter tous ces personnages à venir passer le week-end chez elle et qui est tout à fait charmante et horripilante à la fois. C'est une dame, c'est pas précisé quel âge elle peut bien avoir, mais c'est une dame d'un certain âge qui est de la génération au-dessus de tous les jeunes là qui sont tous dans leur triangle amoureux. Donc quand même une dame d'un certain âge, mais qui se comporte parfois comme une enfant et c'est tout à fait intéressant. Donc voilà, je vais vous lire ce petit extrait. C'est une traduction d'Alexis Champion pour l'éditeur La Librairie des Champs-Élysées, qui est donc l'éditeur français de ce livre. Dans cet extrait du premier chapitre, la virevoltante Lady Hunketel s'est réveillée à l'aube et veut faire irruption dans la chambre de sa jeune cousine Midge, qui est arrivée avant les autres au Vallon, donc qui est déjà là, qui est déjà dans la maison avant que les autres arrivent, et elle a plein de choses à lui dire. Dotée d'un cerveau où les pensées se bousculaient à une vitesse déconcertante et d'une imagination apte à lui fournir les répliques de son interlocutrice, elle avait déjà entamé le débat dans sa tête. La conversation battait donc son plein quand elle entra en tempête chez sa cousine. « C'est d'ailleurs pourquoi tu concéderas sans peine, ma chérie, que le week-end s'annonce assez compliqué. »« Moi » grognonna Midge, ainsi tirée en sursaut des limbes d'un sommeil réparateur. Lady Hunketel alla à la fenêtre, ouvrit les volets et, remontant le store d'un coup sec, livra passage à la pâle lumière de l'aube automnale. « Ah, ces oiseaux !» s'écria-t-elle avec délice. « Ils sont divins !»« Quoi ?» En tout cas, le temps ne nous posera pas de problème. Il m'a l'air de s'être mis au pot. C'est déjà ça. Parce que cloîtrer entre 4 murs des personnalités aussi incompatibles, tu conviendras avec moi que ça décuplerait la difficulté. On pourrait recourir aux jeux de société, évidemment.
Oh, mais tout recommencerait comme l'année dernière, où je ne me suis jamais pardonné ce que j'avais fait à cette pauvre Gerda. Je l'ai avoué à Henri après coup. J'aurais dû réfléchir. Mais nous sommes bien obligés de l'inviter. Ce serait d'une grossièreté folle que de demander à John de venir sans elle. Seulement, ça ne facilite pas les choses. Et le pire, c'est qu'elle est si brave fille. C'est tout de même insensé que quelqu'un d'aussi gentil soit à ce point dénué d'intelligence. Et si c'est ce qu'on appelle la loi des compensations, je trouve ça d'une totale injustice. Mais de quoi parles-tu, Lucie ? Du week-end, ma chérie. Des invités qui arrivent demain. J'y ai pensé toute la nuit et je me suis fait un sang d'encre. Tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage de pouvoir t'en parler. Tu as l'esprit si clair, toi. Tu es toujours si pleine de bon sens. Lucie, gronda Midge, tu sais quelle heure il est ? Pas au juste, ma chérie, je ne le sais jamais. Il est 6h15 du matin. Oui, ma chérie, dit Lucie sans l'ombre d'un remords. Midge la foudroya du regard. J'ai aussi choisi cet extrait parce que je me suis dit que c'était assez malin de la part d'Agatha Christie, dès ce premier dialogue, à la fois d'introduire la personnalité tout à fait particulière de l'hôtesse Lady Anketel, qui va évidemment beaucoup teinter l'ambiance du week-end puisque c'est chez elle que les autres sont reçus. Et en même temps, elle nous introduit d'autres personnages, elle commence à nous dire qui est Gerda, qui est John, etc., qui est Henry. Elle commence à poser les enjeux du week-end, c'est-à-dire que tout ce petit monde-là ne s'entend pas forcément très bien. Pour conclure sur le Vallon, je voudrais juste ajouter que c'était très difficile pour moi de décider de quel livre d'Agatha Christie j'avais envie de parler en premier, parce qu'il y en a un tas que j'adore. Donc je voudrais mentionner en passant que j'adore également Le meurtre de Roger Ackroyd, Mort sur le Nil, Le meurtre de l'Orient Express, et également un qui est un petit peu moins connu, qui s'appelle Un meurtre sera commis le, et qui fait partie, lui, de la série des Miss Marple, que j'adore également. Donc ce que je vais faire, comme je ne peux pas vous parler de tout dans le podcast, c'est que je prendrai bien soin de vous remettre les titres et les liens de ces romans dans l'article consacré au podcast que je publierai sur mon blog. Côté écriture, à présent, je vais vous parler comme promis de mon processus d'écriture de premier jet. Vous le savez certainement, l'écriture, c'est avant tout de la réécriture. Alors je ne sais plus quel écrivain renommé a dit ça, ou écrivaine d'ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas il y en a beaucoup qui le disent. Le mythe de l'auteur qui s'assoit à sa table de travail et qui nous pond un livre dans la nuit et ensuite c'est prêt à être envoyé sous presse, évidemment, ça n'existe pas. Enfin, c'est un mythe. Le mythe existe, mais c'est un mythe. L'écriture, c'est écrire, puis réécrire, puis réécrire, puis réécrire. Ça peut être des dizaines de jets différents pour un même roman. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du processus d'écriture du premier jet. En ce qui me concerne, j'en suis à mon deuxième roman en ce moment. Donc j'ai un premier roman qui a déjà subi plusieurs réécritures. Et quand il s'agit d'écrire le premier jet de ce premier roman, déjà, c'était mon premier, donc je savais pas trop ce que je faisais, pour être honnête. Je me suis formée, on va dire, un petit peu au fur et à mesure. Ce qui s'est passé pour ce premier roman, dont le titre de travail est encore Première saison, pour première saison, j'avais dans les pattes, quand j'ai commencé à l'écrire, 4 ans de préparation. Ça faisait 4 ans que j'avais eu l'idée. Ça faisait 4 ans que j'avais acheté un premier carnet sur lequel j'avais commencé à jeter des idées, des fiches de personnages, où j'avais commencé à explorer des hypothèses pour l'intrigue de ce qui pourrait se passer. Puis, au cours de ces 4 ans, j'avais eu des soirées comme ça un peu illuminées, où j'avais été frappée par l'inspiration et où j'avais écrit 3 scènes clés. J'avais écrit la toute première scène, la toute dernière scène et une scène très importante au milieu du roman. Et ça, je l'avais fait, on va dire, instinctivement. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'en étais à ce stade-là, je m'étais pas encore renseignée, j'avais pas encore acheté de livres, j'avais pas encore suivi de formation pour savoir comment on écrit un roman. Donc j'avais fait ça de façon tout à fait spontanée. Et on va dire que c'est une matière première qui m'a servi par la suite à produire un plan très détaillé. Pour ce premier roman, j'ai vraiment travaillé avec un plan extrêmement détaillé, c'est-à-dire que je savais combien de chapitres je voulais écrire, je savais ce qu'il allait se passer dans chaque chapitre, et pour chaque chapitre, en fait, j'avais une liste de scènes entre 3 et 5 scènes, on va dire, par chapitre, où je savais que dans telle scène, il y a telle et telle personne, c'est à tel endroit, et il va se passer à peu près ça. Évidemment, le degré de précision d'une scène pouvait varier d'une scène à l'autre, mais globalement, quand j'ai commencé à écrire ce premier jet pour de vrai le 1er novembre 2020,
je savais vraiment très précisément où j'allais et j'écrivais. En gros, le roman se passe sur 7 mois, je crois. Et il se passe dans l'ordre chronologique, il y a un seul narrateur, c'était très 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 carré. Je me suis mise à écrire le 1er novembre et le 31 décembre, j'ai posé le point final et boum, j'avais alors ça a changé depuis, mais je crois qu'à l'époque, il y avait 27 chapitres. Entre-temps, il y a moins de chapitres, parce que, évidemment, je suis intervenue avec des réécritures par la suite. Et maintenant, je crois qu'il y en a 25. Mais en gros, en 2 mois, j'ai pondu sur l'ordinateur ce premier jet, qui était un premier jet, donc qui avait vocation à être retravaillé, dans l'ordre chronologique. Donc c'était Voilà, ça c'est le processus que j'ai suivi pour ce premier roman. Et que j'avais bien envie de renouveler pour le deuxième roman. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que mon idée était différente et que donc mon processus devrait également être différent. C'est-à-dire que ce deuxième roman, que je suis en train d'écrire en ce moment, donc là je suis en plein dans cette étape du premier jet, c'est un roman qui a 5 narrateurs et narratrices différents, 5 personnes. C'est un roman qui se passe sur 8 ans et c'est un roman qui comporte des ellipses, c'est-à-dire que je ne raconte à chaque fois que la fête du Nouvel An. Pendant 8 ans, je vais raconter à chaque fois le Nouvel An. Et ces 5 personnages, le principe de base du roman, c'est que ces 5 personnages se retrouvent tous les ans, c'est des amis d'enfance, ils se retrouvent tous les ans pour le Nouvel An, jusqu'au jour où il y en a un qui ne vient pas à cause d'un drame. Et pendant tout le roman, en fait, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on a une espèce de chronologie bouleversée comme ça, où on a déjà eu un aperçu de la 8e année, où on sait qu'il y a un personnage qui n'est pas venu et on ne sait pas pourquoi. Et le lecteur va découvrir au fur et à mesure des nouvel an précédents que je raconte, ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là, quelle histoire s'est déroulée sur ces 8 années pour en arriver à ce 8e nouvel an, où eh bien, un des personnages n'est pas présent. Et donc pour une raison assez dramatique. Bon, c'est pas non plus, c'est pas le Titanic, hein, c'est pas un livre qui est censé faire pleurer les gens. C'est juste, voilà, on va dire qu'il y a un enjeu dramatique assez fort sur ce 8e nouvel an. Ce deuxième roman, j'en ai eu l'idée, c'est cette graine de parler d'une bande d'amis d'enfance qui se retrouvent tous les ans pour le nouvel an. Je l'ai eu lors du nouvel an 2018-2019, là, le passage à l'année 2019. Donc j'ai eu l'idée, on va dire, en janvier 2019, et là j'ai commencé la rédaction en novembre 2021. Donc il s'est quand même écoulé 3 bonnes années entre le moment où j'ai eu la première petite graine d'idée et le moment où je me suis mise à écrire. Mais en réalité, la préparation du roman en soi, elle n'a duré que 4 mois. C'est-à-dire que j'ai commencé cet été, en juillet, et en fait, juillet, août, septembre, octobre, j'ai préparé. Donc j'ai fait des fiches personnages, j'ai exploré les possibilités de l'intrigue, je me suis demandé quelle histoire j'avais bien envie de raconter, je me suis rendu compte que ça avait plus de sens de le faire avec 5 narrateurs, je me suis rendu compte que je voulais que ça soit sur 8 ans, je me suis rendu compte que je voulais bouleverser la chronologie. Tout ça a été en fait très rapide. En gros, je suis passée d'une préparation de 4 ans à une préparation de 4 mois. Et donc j'ai commencé l'écriture le 1er novembre avec un plan beaucoup plus vague, en 8 grandes parties, plutôt que chapitres, c'est-à-dire qu'en gros j'avais une grande partie par année. Je savais que telle année, l'année où ils étaient en 4e, je voulais qu'il se passe à peu près ça. L'année où ils étaient en terminale, je voulais qu'il se passe à peu près ça. Mais j'avais pas cette découpe chapitre par chapitre, scène par scène. J'étais même pas certaine, quand j'ai commencé à écrire, de à quel temps je voulais écrire. Est-ce que je voulais écrire au passé? Est-ce que je voulais écrire au présent? Est-ce que je voulais que les personnages disent « je » ou est-ce que je voulais utiliser la 3e personne? En gros, ça pouvait être Camille se leva et écrivit sur son carnet, ou je me lève et j'écris sur mon carnet. C'est juste pas du tout le même délire. Donc, ce premier jet-là, c'est beaucoup plus une phase de test que ne l'a été le premier jet de mon précédent roman. Je suis partie beaucoup plus dans un mode exploratoire que dans un mode de rédaction. Et la deuxième grande différence avec mon premier roman, pour ce deuxième roman, c'est que j'ai voulu tester quelque chose de tout à fait nouveau et rafraîchissant pour moi. J'écris à la main. Je me suis acheté un beau stylo plume. Ça faisait ça fait 10 ans que j'ai eu mon bac, un peu plus même. Et ça faisait autant de temps quasiment que j'avais plus écrit au stylo plume. Et j'ai retrouvé ce plaisir de remettre les petites cartouches d'encre dans mon stylo, d'utiliser un effaceur. Et je me suis acheté des beaux grands carnets en format A4 avec du bon papier.
Alors je suis pas payée pour faire de la pub, mais j'ai acheté des cahiers Clairefontaine parce que je trouve que le papier c'est un bonheur, c'est lisse, ça glisse, c'est magnifique. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est parce qu'en fait, je voulais aussi rajouter un peu une certaine forme de sensualité dans l'écriture, c'est-à-dire sensualité au sens premier, c'est-à-dire rajouter le sens du toucher. J'avais envie de retrouver ce plaisir du toucher du papier, de la sensation de la plume qui glisse sur le papier, de l'encre. J'avais envie de jouer avec ce plaisir que j'ai, parce que moi je suis une geek de papeterie, j'adore, j'ai un nombre absolument indécent de carnets, de stylos, de feutres, j'adore ça. Et j'avais envie de m'appuyer sur ce plaisir que j'ai à traiter avec le papier pour que ça nourrisse mon inspiration et ma motivation à écrire. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu écrire à la main ce premier jet, c'est que j'ai entendu une interview en podcast d'une autrice qui racontait qu'elle avait écrit son premier roman comme ça, qu'elle allait à la bibliothèque avec son cahier et qu'en fait, bien, il y avait 2 avantages pour elle et que j'ai l'impression que je vais pouvoir retrouver pour moi. Le premier, c'était que quand elle allait à la bibliothèque avec son cahier, elle avait vraiment que ça à faire d'écrire. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas son ordi, pas de distraction. En gros, c'est j'écris sur mon cahier ou alors je dessine des petits bonhommes, mais en tout cas, j'ai rien de mieux à faire. Donc déjà ça. Et pour l'instant, ça marche bien pour moi. Je me fais aussi des petites séances à la bibliothèque, comme je vous le racontais dans le dernier épisode. Et la deuxième chose, c'est que j'ai bon espoir que quand je vais retranscrire depuis le papier vers l'ordinateur, il va se passer tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'il y a déjà une première réécriture, parmi les nombreuses phases de réécriture qui doivent se faire, eh bien une première phase qui va déjà se faire naturellement au moment de la retranscription. Et c'était en tout cas ce que cette autrice dans le podcast décrivait. Et j'avais trouvé que ça sonnait très intéressant. Ce qu'elle disait, c'est qu'on n'écrit pas de la même façon à la main et à l'ordinateur. Et le fait de faire les deux, ça permet d'opérer une synthèse et de profiter des meilleurs aspects de chaque outil, à la fois de la flexibilité, de la rapidité qu'apporte l'ordinateur, et en même temps peut-être plus peser le poids des mots de par la lenteur quand on écrit à la main. Et d'ailleurs, je l'ai constaté, je sais que sur mon premier roman, ma rapidité d'écriture, c'était à peu près de 1000 mots de l'heure. Et là, je suis plus aux alentours de 750 mots de l'heure en écrivant à la main sur un cahier. Donc ça fait quand même un quart de mots en moins à l'heure, donc j'écris plus lentement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va m'apporter quelque chose. Et donc la troisième grande différence entre le premier jet de mon premier roman et le premier jet de mon deuxième roman, c'est cette lenteur. C'est aussi, je ne suis pas dans les mêmes circonstances dans ma vie. Le dernier, c'était en plein confinement. Là, je suis déconfinée, donc c'est différent. Et donc le dernier, je l'avais écrit en 2 mois. Et là, ça fait déjà 2 mois et demi et je n'en suis qu'à 55% de mon plan. J'espère vraiment finir cet hiver, mais je vois bien qu'il faut que j'accepte d'ores et déjà que ce livre me prendra plus de temps à écrire. Et en même temps, c'est peut-être tout aussi bien parce que c'est un livre très différent. J'essaye d'accepter ça, d'accepter cette lenteur et de me dire que ce livre-là, il a besoin de ce temps-là pour son premier jet. Et j'ai très hâte de passer à l'étape qui sera un peu la récompense où je vais pouvoir retranscrire ce que j'aurais écrit sur mes cahiers sur l'ordinateur, avoir le plaisir de le voir, de l'entrer dans mon logiciel d'écriture et d'y mettre un peu d'ordre. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire ça. Ça sera vraiment un plaisir. Et bien sûr, j'aurai plaisir à vous raconter tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 4 de La Page Sensible. Je serais bien curieuse de savoir si vous aussi vous aimez lire des romans d'Agatha Christie et, le cas échéant, lesquels sont vos préférés. Et en particulier, est-ce que vous aviez déjà entendu parler du Vallon, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment pas très connu alors que je l'adore. Alors si vous souhaitez réagir à cet épisode, vous pouvez aller sur le site du podcast, j'ai mis le lien dans la description du podcast, et vous y trouverez une page qui est consacrée à cet épisode dans laquelle vous pouvez me laisser un petit commentaire et ça me serait un grand plaisir pour moi de vous lire et bien sûr de vous répondre. Par ailleurs, si vous voulez recevoir des recommandations exclusives de films et de podcasts en lien avec le roman dont je parle dans chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma petite newsletter qui est donc bimensuelle comme le podcast en cliquant sur le lien dans la description du podcast et je vous enverrai ça. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti de la sortie du prochain épisode, dans lequel je vous parlerai d'un autre roman polyphonique,
mais très contemporain cette fois, il s'agit de La discrétion de Faiza Guène, une lecture récente qui m'a bouleversée. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.